Bonjour, on va commencer parce que je crois que juste après nous, il y a l'inauguration officielle du salon. Donc, j'ai tendance un peu parfois à déborder des conférences. Donc, j'aimerais pas déborder parce que sinon, Francis Grimaud me regarde déjà d'un œil inquisiteur et vengeur, prêt à me sauter à la gorge. Donc, on va commencer les choses. D'abord, bienvenue. Merci d'être tous là. Très content d'être à La Rochelle. Ça y est, la conférence commence avec un petit rayon de soleil. Il fallait au moins ça pour que ça commence bien. On commence cette journée du Shipping Days avec une conférence sur le marché de l'affrètement. Voilà, ah ben, très bien. Sur le marché de l'affrètement. Alors c'est vrai que le marché du conventionnel, on parle beaucoup du marché du dry bulk, on parle beaucoup du marché de la conteneurisation du pétrole. On parle assez peu du marché du conventionnel, donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire un point et on s'est entouré des meilleurs, pour ne pas dire des extraordinaires. Et là, on a autour de la table une palette très importante de personnalités qui vont se succéder. Alors, on va commencer avec Amandine Camanan de chez BRS. On continuera avec Christophe Chabert du port de Brest, puis François-Georges Kuhn de Maritime Kuhn. Et on finira avec Mathieu Leblanc, et que je ne fasse pas de bêtises, de Seven Star. de Seven Star. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vous propose donc de commencer sur le marché du conventionnel avec Amandine Camanan de chez BRS. Alors, je vous prie d'excuser, Amandine nous arrive tout droit de Singapour. Elle est venue pour nous. Voilà. C'est une Française, mais qui a toujours travaillé à l'international et en anglais. Donc, un certain nombre de termes peuvent être des termes techniques anglais parce qu'elle n'a plus le terme technique français en tête, travaillant à 150% en langue anglaise. Donc, voilà, il n'y a pas forcément besoin de les traduire. Je vous sais tous professionnels et aguerris sur ces termes-là. Donc il n'y aura pas forcément besoin de les traduire. Néanmoins, si vous avez besoin de précision, vous n'hésiterez pas. On va faire un tour de table et ensuite on ouvrira les questions à la salle. Alors Amandine, pour commencer, donc merci d'être venue jusqu'à nous. Alors on va faire un petit tour de marché de l'affrètement. Quels sont les éléments clés qui jouent aujourd'hui dans les taux de fret sur le vrac et le conventionnel? Hop, attendez, je vais mettre la petite zapette, c'est moi qui ai la zapette. Ça marche pas la zapette? Ah voilà, si, voilà. Hop, ça c'est BRS. Ça va venir. Vous pouvez commencer, Amandine. Hello? Oui. Ça marche? Ok. Ça marche ou pas? Voilà, c'est bon, c'est là. Voilà, c'est là. Est-ce qu'on m'entend? Oui, ça marche. Ok. Quand on parle du taux de fret, en général, il y a trois éléments qui sont super importants. Enfin, dans trois éléments, deux éléments, ça va être en général l'offre et la demande. C'est aussi simple que ça. Donc, la balance entre l'offre et la demande qui va déterminer en fait le taux de fret. Bien ici. Comment? Bien ici, voilà. Bien ici, pardon. Donc, je vais commencer par le point le plus important, en fait, le point le plus évident quand on parle de la santé du marché, ça va être celui de la demande. Et en ce qui concerne le break bulk, c'est assez particulier et complexe parce que ça prend en compte beaucoup de différentes sortes de commodités et c'est lié à beaucoup de marchés industriels en général. Donc en fait, dans le dry bulk et le break bulk, on a une demande qui est assez saine, qui a toujours été en croissance depuis ces dernières années. Il y avait un fait qui était assez particulier en fait en 2021, comme on peut voir sur la première, entre 2021 et 2022, ouais, sur le premier chart en fait de cette slide, où la demande a été, les fondamentaux en fait de la demande ont été énormément supportés, enfin c'est pas supporter le mot, mais supporté par le marché du conteneur. À cette époque, en fait, en plein milieu de la crise du Covid, il y a eu les taux de fret du conteneur qui ont atteint des niveaux records, qui ont rendu en fait le shipment des break bulk
pas très avantageux. Donc il y a eu un rollover des cargos de breakbulk, enfin de conteneurs sur les breakbulk et sur le marché du vrac sec, qui va des tailles de navires en général au mini-bulk jusqu'en Handysize, Supramax, etc. Donc en fait, maintenant en 2024, il est difficile d'imaginer qu'en fait le marché du conteneur ait cette influence qu'elle a eue sur le breakbulk aujourd'hui. Parce que le conteneur, bien que ce soit pas ma spécialité, mais le marché du conteneur se retrouve un peu en surcapacité, malgré les contextes du marché maintenant économique et géopolitique, etc., et aussi structurel avec le canal de Panama, les restrictions du canal de Panama, la crise de la mer Rouge. Et le marché du conteneur est en surcapacité et les taux de fret se sont corrigés énormément par rapport à ce qu'ils étaient en 2021, comme on peut voir en fait sur la troisième charte. Donc, ce ne sera pas un élément en fait qui va être à l'origine en fait du support de la demande du breakbulk. Mais il y a quelques éléments à prendre en compte en fait sur le vrac sec et le breakbulk et notamment sur les petites tailles de navires du vrac sec. Qui vont jouer en faveur en fait de la demande, donc qui va rester saine malgré tout. Donc parmi ça, on a en Europe, en général, en Turquie aussi, on voit pas mal de supports venant de l'énergie renouvelable. On est en plein milieu de la transition énergétique et on a eu aussi cette crise énergétique qui était à l'origine en fait avec la crise entre l'Ukraine et la Russie. Qui a généré un peu des coûts en ce qui concerne en fait le développement infrastructure et structurel en Europe. Et aussi, on a une baisse évidente en fait de la production d'acier en Europe pour des raisons énergétiques. Donc, qui fait qu'on a ce besoin d'importation en fait à l'import, notamment d'équipements. D'acier pour le développement des structures et des infrastructures en fait à l'énergie renouvelable. C'est vrai en Europe, c'est vrai par exemple en Turquie. On a aussi, malgré la crise que ça représente et le drame que ça représente, cette idée en fait que à la fin de la crise en Ukraine, il y aura un besoin fondamental en fait de reconstruction dans le pays. Donc, qui va générer de la demande pour ce qui est de la reconstruction des infrastructures et de l'économie et de l'industrie en fait dans le pays. Donc tout ça sont des fondamentaux qui vont aider la demande du breakbulk. Aussi notamment, il y a un petit point en Afrique où il y a énormément de développement infrastructures miniers en Afrique du Sud, en Guinée par exemple avec le bauxite qui est en pleine expansion. Donc, qui va aussi aider pour la demande fondamentale en fait, de marchandises pour le breakbulk et le vrac sec. Deuxième point très important en fait, pour le taux de fret en général dans le vrac et le breakbulk notamment aussi, c'est le tonnage. Donc l'offre qui est ici représentée par le tonnage en fait, dans le shipping. Il est vrai que le marché du vrac sec en général et aussi du multipurpose est en surcapacité depuis des années. Mais il y a une tendance qui se voit notamment sur celle du milieu, où la capacité, enfin la croissance de la capacité ralentit énormément. Il y a beaucoup moins de deliveries de navires, beaucoup moins d'investissements aussi, parce que c'est très lié au taux de fret. Donc, si le taux de fret est très élevé, on a tendance à avoir une confiance en fait, des acteurs du marché à investir dans les new buildings. Mais il y a aussi cette épée Damoclès qui vit un peu sur le tonnage par rapport à la décarbonisation du marché du shipping. Qui a tendance aussi à ralentir un peu les investissements dans les nouvelles infrastructures. C'est vrai et faux, mais dans le sens où c'est aussi la meilleure façon de pallier à des nouvelles régulations, en fait, comme celles qui ont été mises en place, l'IMO, pour la décarbonisation. Mais ce que ça veut dire aussi que la croissance est vraiment très basse, on arrive presque à zéro, en fait.
pour le vrac sec en général et le multipurpose. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins. Il y a, alors, la balance entre la démolition des navires et en fait l'arrivée des nouveaux navires est presque even, donc elle arrive presque à zéro. Et on va arriver à une tendance donc, sur le long terme où il va y avoir un renouvellement de la flotte où les navires les plus vieux qui sont juste trop vieux pour être utilisés dans certains marchés et aussi ne pallient pas en fait à la demande de décarbonisation des régulations, vont être scrap et on va arriver à un marché qui va être beaucoup plus stable, donc moins de surcapacité. Donc ça c'est un peu plus sur le long terme, mais il ne faut pas oublier aussi l'impact que ça a sur le court terme. C'était vrai en 2022 quand on a eu une énorme congestion en fait, globale et notamment en Chine où il y avait à peu près, je ne sais plus le nombre exact, mais 6% de la flotte qui était bloquée en Chine. Ça génère une énorme fluctuation sur le taux de fret. Donc en fait, on a le squeeze du tonnage qui ajuste la balance entre l'offre et la demande et qui génère une augmentation des taux de fret. Là, maintenant, dans le contexte actuel, on a le canal de Panama qui a des restrictions pour le passage, la crise de la mer Rouge qui empêche les navires de passer par le canal de Suez, et donc on se retrouve avec du rerouting et des navires qui passent par le Cape of Good Hope. Ça augmente le trajet des navires, ce qui est une bonne chose pour le maritime, parce que du coup ça réduit un peu plus l'offre sur le marché. Mais dans le contexte actuel, c'est difficile de penser que ça va avoir un impact si fondamental, en fait, spécifiquement sur le breakbulk. Il y a une augmentation sur le taux de fret qu'on peut voir en fait au début de l'année sur la dernière charte, mais on voit déjà qu'en fait celle du conteneur est déjà en fait en correction, donc ça va aussi corriger celle du dry bulk. Certes, ça apporte un support au taux de fret, mais le rerouting, ça implique plus d'employment pour les navires, donc un tout petit peu moins d'offres, mais c'est pas aussi profond que la congestion en fait en Chine, par exemple, où les navires étaient complètement, littéralement bloqués. Donc ça veut dire qu'il y a toujours quand même du trafic, les navires continuent à bouger et le show must go on, quoi. À ce stade, l'année a commencé très bien comparé à ce qu'on attendait, à ce qui pouvait être expected du marché maintenant. Mais il y a des fondamentaux qui sont relativement solides sur le moyen et le long terme, avec une offre qui a tendance à se stabiliser, une offre de tonnage qui a tendance à se stabiliser, et une augmentation graduelle et structurelle de la demande qui va bénéficier des changements de contexte structurel et économique comme la transition énergétique par exemple, et l'importance en fait du verre comme le green steel et tout ça, quoi. Merci Amandine. C'est vrai que c'est intéressant. On vit une époque en ce moment un peu particulière, compte tenu de la mer Rouge, compte tenu de Panama, Baltimore aussi, du port de Baltimore. On lit et on entend parler de beaucoup de choses qui peuvent avoir des influences et sur le conteneur et sur certains marchés du conventionnel. On pourra en revenir parce que sur l'économie chinoise aussi, les soubresauts de l'économie chinoise, on l'a toujours dit, l'économie chinoise éternue, c'est la grippe aux États-Unis et en Europe. Donc, on pourra revenir sur ces éléments. Je me tourne vers vous, Christophe Chabert, donc Christophe Chabert du port de Brest. Alors, quand on regarde du côté portuaire et sur le conventionnel, le port de Brest, qui est un grand port, ne cachons pas ses ambitions, mais bon, c'est un port qui n'est pas aussi grand que les autres, mais presque. Comment est-ce que le conventionnel arrive à prendre sa place dans un port comme celui de Brest? Attendez, hop. Alors, je ne sais pas s'il faut que je dirige vers là-bas ou vers là. Allô? Ouais, c'est bon là. Ça va venir. J'appuie sur Next. Hop. J'appuie plus sur Next.
C'est bon. Ça va venir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Ça, voilà. Non. Ça va venir. Ça, c'est pas moi. Non, c'est celle. J'aimerais bien parce que c'est beau. Hein. Non, ça c'est la dernière. Hop. C'est poum poum poum. Voilà, c'est pas celle-là. Oui. Après, ouais, elle s'appelle Brestport, mais. Mais non, ça va venir, ça va venir. Donc vous pouvez commencer. Oui, je vais commencer à vous expliquer un petit peu. Donc l'objectif de mon propos, c'est un petit peu montrer comment un port comme le port de Brest, qui est un port décentralisé, qui a été construit et mis en place à partir de la révolution industrielle à la fin du 19e siècle, pour justement supporter l'import-export, et en particulier le conventionnel et le vrac agroalimentaire. Donc son histoire est née de là, elle est vraiment née autour du conventionnel, et autour du conventionnel et autour de l'agroalimentaire. Et en ayant un port qui a été intégralement gagné sur l'eau, puisqu'en fait la poldérisation a commencé dès le départ et est née du fait que les militaires ne voulaient plus accueillir des bateaux de commerce dans leur port militaire. Et donc les bourgeois de Brest se sont réunis pour créer ce port de commerce autour de la CCI. Donc on est vraiment dans ce modèle fort d'activité logistique née à partir de la volonté industrielle des habitants de Brest. Et aujourd'hui, le port de Brest, c'est un port régional. Je vais peut-être prendre la zapette. Next. Ouais. Je vais la prendre parce que du coup, je vais être maître de mes mouvements. Donc le port de Brest, au fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un port régional qui est aujourd'hui sous l'autorité de la région Bretagne et qui s'étend sur 4 km autour de 5 grands pôles qui mixent des activités logistiques et industrielles, ce qui est une grande force pour nous. D'abord, on a un port traditionnel qui est vraiment le port qui est né du trafic conventionnel, un terminal vrac, un quai container, ce qui est quelque chose d'important, on le verra pour Brest et pour la Bretagne, puisque c'est le seul activité container en Bretagne. Une aire de réparation navale autour de 2 grandes formes qui sont parmi les plus grandes d'Europe et qui fait qu'aujourd'hui on a un chantier de réparation navale qui est le 2e de France. Et puis ensuite une nouvelle activité, un nouveau terminal qui a été mis en place à partir de 2013 avec la volonté de faire 40 hectares gagnés sur la mer en complément. Un nouveau quai de 400 mètres qui est opérationnel depuis la fin de l'année dernière et qui permet à Brest de se positionner comme un acteur clé de l'éolien et de l'éolien offshore. Donc vraiment, vous voyez cette complémentarité qui est importante. Le port, il est exploité par Brestport, qui est une société portuaire privée qui s'appuie sur ses actionnaires publics, la région, qui est aussi l'autorité concédante, la CCI et la métropole pour développer un modèle de port entrepreneur. Alors, la région, la Brestport a signé fin décembre une nouvelle concession avec l'autorité portuaire pour une durée de 40 ans, ce qui est un nouveau modèle, on pourra en parler plus tard, avec vraiment la volonté de lancer un plan industriel ambitieux pour placer Brest au milieu des filières naissantes, avec la volonté d'investir 500 millions d'euros, que ce soit par la région, par les actionnaires, par des banques, dans les 10 prochaines années, et près d'1 milliard dans les 40 années de la durée du contrat. C'est également un port qui s'inscrit dans une démarche environnementale et sociale forte. On est l'un des premiers ports à avoir été intégralement certifié ISO 14001, avec, en s'assurant effectivement que le port, qui n'est pas juste un outil autonome, c'est également un outil économique au service du territoire. C'est également la nécessité de s'adapter et de moderniser les services, de montrer l'exemplarité environnementale, de travailler à la concertation et avec les habitants, puisqu'on a un port qui est très proche de la ville, de mettre en place un dialogue social de proximité avec son personnel, qui est quand même qui fait partie de ces populations de travailleurs qui sont disponibles H24, même le week-end. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on soutienne, que ce soit les dockers ou que ce soit les personnels portuaires, de cette adaptation qui, au fait, aujourd'hui, n'existe plus dans beaucoup de métiers actuellement et qui demande à vraiment prendre en compte aussi
ces critères sociaux. Et puis, la concertation avec Sabine. Et puis, effectivement, le travail en collaboration interportuaire. On voit de plus en plus qu'aujourd'hui, on a un tissu qui est mondial et qu'aujourd'hui, les ports français doivent travailler ensemble pour pouvoir apporter une image positive de leur travail et pouvoir coupler leurs activités dans les surfaces. En ce qui concerne la position logistique, le port de Brest est principalement construit autour des hydrocarbures et de l'agroalimentaire. C'est vraiment notre marché initial, avec effectivement ce marché et sa volonté qui était affichée dans les années 70 au moment du grand développement de la Bretagne, de dire que la Bretagne irait nourrir 2 millions de personnes. Et donc c'est vraiment le modèle qui a été construit, avec chacun qui représente entre 30 et 40% de son trafic. Alors sur l'agroalimentaire, évidemment, au départ, c'était un trafic conventionnel. Et je voulais effectivement, par l'intermédiaire de ces quelques exemples, vous montrer cette évolution du trafic. C'est-à-dire où on est passé d'un trafic qui était quasiment tout conventionnel à un trafic qui s'est totalement containerisé. Et donc, vous voyez les chiffres derrière. Alors, je ne les vois pas et je ne les ai pas appris par cœur. Donc, je ne vais pas pouvoir les redonner derrière. Mais j'ai mis 3 exemples. L'exemple de la poudre de lait, l'exemple des plants de pommes de terre et l'exemple du poulet surgelé, qui sont vraiment caractéristiques du fait qu'effectivement, on a une vraie mutation aujourd'hui sur un port, du travail de nos portuaires, du travail des dockers, qui finalement font quasiment plus de portuaires. Et le dernier conventionnel qui reste, c'est un petit peu de plants de pommes de terre. Là où on avait 2-3 bateaux par an, là aujourd'hui on est plutôt à un bateau tous les 2 ans, on n'en a eu qu'un seul cette année. Donc ça veut dire qu'on a quand même une modification importante de la façon de voir notre trafic. En parallèle, on voit l'augmentation du trafic de containers qui est allé en même temps que la diminution du conventionnel. Cependant, il faut aussi noter qu'on est quand même, au niveau des containers, dans un marché de plus en plus concentré, qui est vraiment visible. J'aime bien dire, en fait, pour donner des comparaisons, Brest, c'est 30 000 containers, Nantes, c'est 150 000, Le Havre, c'est 3 millions, Rotterdam, c'est 10 millions. Ce que j'aime bien dire, c'est finalement, Brest, c'est l'épicerie du village, Nantes, c'est le shopping, Le Havre, c'est le supermarché, et Rotterdam, c'est l'hypermarché. Et si l'épicerie du village, elle veut perdurer dans le temps et ne pas arrêter d'irriguer l'ensemble de l'économie locale, alors qu'en fait son business a été assuré par sa pompe à essence qui servait la population et qui dans 10 ans risque de fermer, il faut qu'on trouve de nouveaux modèles, qu'on trouve de nouveaux services qu'on va apporter. Et pour nous, ce vecteur de croissance, c'est évidemment les colis lourds qui vont effectivement se développer. Et pour pouvoir mettre en place des colis lourds, c'est le foncier qui doit se développer pour pouvoir accueillir ces colis lourds. Et pour moi, c'est vraiment le point fondamental aujourd'hui de notre développement. Alors en particulier sur les EMR, mais il peut y avoir d'autres sujets où on a effectivement ces colis lourds un peu spécifiques sur lesquels on doit adapter notre trafic. Et on voit que ça va vraiment être une clé de réussite, et en particulier le foncier, puisque alors qu'on est dans l'application de la ZAN, hein, le zéro artificialisation nette, hein, qui vient réduire drastiquement la capacité de développer des terrains industriels. Donc ces espaces industriels vont être de plus en plus rares. Et donc les ports, avec leur foncier, ils ont finalement une clé qui va leur permettre d'avoir un ressort de croissance fondamental alors que le pétrole va s'arrêter. Et pour les activités portuaires, le fait d'avoir du foncier, c'est la capacité d'acquérir des colis lourds qui vont pouvoir, qui vont avoir besoin de cet espace pour pouvoir se développer. Alors on voit ça très, très nettement avec le marché des EMR. Hein. J'ai voulu donner 2 exemples sur Brest, hein, de 2 types de trafic. Le premier, c'est les mâts d'éoliennes qui ont été assemblés à Brest pour le parc de Saint-Brieuc, qui vont l'être également pour les parcs de Yeuneuil-Rabouty et du Tréport. En fait, pendant cette durée-là, c'est plus d'un mouvement par semaine et presque 100 000 tonnes qui ont finalement été chargées par les équipes portuaires et les dockers. Mais ça veut dire aussi qu'on a dû avoir 5 à 7 hectares qui ont été nécessaires pour faire les opérations industrielles boraquées. Donc on voit bien qu'il y a cette complémentarité entre activité colis lourds et foncier, logistique, pour pouvoir faire les opérations.
Sur les flotteurs des éoliennes, avec le débarquement des blocs, donc là on voit effectivement le débarquement des blocs d'éoliennes d'un prototype d'éolien flottant qui doit être assemblé sur le port de Brest, qui est un prototype Eolink. C'est aussi entre 100 000 et 200 000 tonnes de colis qui vont être traités et de façon un peu spécifique assemblés sur les ports. Donc ces trafics, ils demandent toute la compétence des grutiers, des dockers, afin d'assurer la gestion de ces colis complexes. C'est plus compliqué à faire. On a un travail qu'on fait avec les manutentionnaires, avec les agents, avec le port, parce que là, c'est vraiment un package complet qu'on doit être capable d'offrir pour pouvoir effectivement apporter une solution globale, foncière, grue, manutention verticale, manutention horizontale. Pour cela, et pour Brestport par exemple, ça nous a conduit à l'achat d'une grue de 200 tonnes qui est arrivée en décembre, qui permet de travailler en tandem avec une autre grue pour aller jusqu'à 300 tonnes, ce qui nous permet de porter les colis. Il ne s'agit pas de porter les grosses turbines, etc., mais ça nous permet de porter tous ces colis-là de façon facile, mais également servir les autres trafics, puisqu'en fait, sur un port décentralisé, on s'appuie sur l'esprit de polyvalence qui règne chez nous, avec effectivement des grues qui sont autant utiles aux EMR que pour après mettre un grappin et servir pour le métal. Donc c'est vraiment cette polyvalence qui est importante. Donc de la même façon, et je voulais terminer par ça, sur cette volonté qu'on a à Brest de venir rationaliser les espaces et de venir du coup effectivement améliorer la compétitivité et la rentabilité autour de 5 projets structurants qu'on va construire progressivement. Le premier autour du port de service qui vient avec un petit élévateur à bateau venir finalement modifier le trafic qu'on va avoir pour pouvoir accueillir aussi les nouveaux trafics de Vélic. La concrétisation d'une vraie zone multimodale indispensable aujourd'hui pour pouvoir perdurer dans la logistique du container et dans la logistique du ro-ro. La mise aux normes environnementales de nos formes, le développement des zones pour les nouveaux carburants, d'abord le bio-GNL, puis le H2, et évidemment cette zone des EMR. Et on voit ici, dans cette photo, un peu ce que l'on voit dans chacun de ces projets qui viennent être réalisés avec cet apport, ce choc d'investissement qui a été validé par les actionnaires à la région et qui se met en place à partir de maintenant pour servir l'ensemble des clients dans l'ensemble de ces trafics et venir finalement compléter un trafic traditionnel par l'ensemble de ce spectre industriel permettant au port de Brest de grandir et de maintenir son service pour l'ensemble de ses clients. Merci Monsieur Chabert. C'est intéressant, il y a plusieurs éléments là, sur lesquels on pourra peut-être revenir ultérieurement. Moi j'aime bien l'image de l'épicerie, du supermarché. Et l'hypermarché, c'est... Aropa fait 2,5 millions cette année, Anvers fait 15 millions, Rotterdam 18. C'est vrai que je ne sais pas si Aropa et le supermarché ou la grande épicerie, ça sera un vrai sujet à débattre une fois, tiens. Mais c'est ça. Mais le rapport entre conteneurs conventionnels et avec ce que nous a dit Amandine sur le vrac sec, c'est vrai qu'on voit bien que le conventionnel doit trouver sa place entre les différents marchés qui se développent dans les ports. Alors justement, puisqu'on parlait de ports, je me tourne vers François-Georges Kuhn de Maritime Kuhn. C'est vrai que la manutention des marchandises conventionnelles, on a parlé du marché, on a parlé du portuaire, et de la manutention, ça signifie qu'à un moment ou l'autre, il faut peut-être investir ou voire investir dans des engins de manutention peut-être spécifiques. Comment est-ce que se fait toute cette démarche pour arriver à répondre à la demande du marché? Alors je vais reprendre la zapette. Ouais, prends la zapette. Moi, je ne me suis pas embêté. J'ai mis qu'un seul slide comme ça. Il n'y aura pas de problème technique. Mathieu, ça vient après. Hop, ça doit être dans... Voilà, on va se faire en bac. Alors, le déroulé de la conférence, en effet, est pertinent. Hein, et ce que je retiens, c'est qu'il faut surtout savoir s'adapter à l'évolution du marché. Et c'est ce que nous, on a tenté de faire. Alors, depuis 75 ans chez nous, puisque pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Maritime Kuhn est un groupe brestois. Voilà pourquoi Christophe me regardait très souvent. Brestois d'origine. Aujourd'hui dirigé par moi-même et 2 de mes frères associés. Et aujourd'hui, le groupe a su se développer et s'adapter justement à l'évolution du marché et notamment
du conventionnel toutes ces dernières années. Alors, rapidement, qui nous sommes un prestataire de services en logistique portuaire, implanté aujourd'hui dans 18 ports français. On traite à peu près 2500 navires par an, 15 millions de tonnes de marchandises. Et grâce à nos 800 collaborateurs sur le territoire français, on peut proposer l'ensemble des services aux navires, la manutention, vous en avez beaucoup parlé, la consignation, le transit, la douane, l'affrètement maritime, mais aujourd'hui aussi la gestion et l'opération des conventions de terminal, parce que dans l'évolution que peut connaître le marché du shipping aujourd'hui en France, c'est aussi l'évolution du modèle. Vous parliez du modèle brestois, vous êtes ici à La Rochelle, on est un grand port maritime, on n'y travaille pas exactement de la même façon, mais en tout cas, nous, au travers de l'évolution de notre métier et l'évolution de l'organisation du métier, on a toujours tenté de s'y adapter. Donc je trouve que c'est également une forme d'investissement pour répondre à ta question. Alors, nous, et Mathieu pourra en parler également, en effet, on traite tout type de marchandises. On laisse la place aux grands terminaux à conteneurs, que sont principalement Le Havre et Marseille, où on voit passer quasiment 80% des boîtes. Le port de Brest, en effet, on traite ces quelques milliers de boîtes. On le fait également à Montoire de Bretagne, puisque c'est nous qui opérons. Mais ce qui nous intéresse vraiment, nous, c'est tout ce qui ne rentre pas dans un conteneur. Parce qu'en plus de ça, il y a une réelle valeur ajoutée, il y a une réelle compétence que nous, on apprécie et qu'on aime à mettre en avant. Alors, on s'adapte systématiquement. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. C'est la formation de nos personnels, aussi bien d'entreprise que du personnel docker. Si je prends l'exemple du port de La Rochelle, on est ultra polyvalent. On est capable de charger des céréales, de décharger des coils, de charger des yachts, de décharger des composants d'éoliennes, qu'ils soient onshore ou offshore. Demain, on accueillera le premier navire qui nous amène les monopieux pour Émine, pour le champ de Yeux Noirmoutier. Ça sera une deuxième expérience pour nous ici à La Rochelle en éolien offshore, sachant que dans le groupe, on a acquis une belle expérience puisqu'on est intervenu l'année dernière sur le banc de Guérande à Montoire, on est intervenu et on intervient à Brest pour Saint-Brieuc et on en fait de même à Cherbourg. Donc à chaque fois, il a fallu s'adapter parce que c'est vrai que notre client agro d'il y a 30 ans, ce n'est pas notre client industriel de l'éolien offshore. Donc ça aussi, c'est une forme d'investissement. C'est quelque part, j'associe investissement et aussi adaptabilité à la demande du marché. Les projets de construction et d'agrandissement du port de La Rochelle, puisque Christophe en parlait, c'est vrai que l'évolution de nos ports demain reposera sur leur capacité à s'adapter à la demande. Et la demande aujourd'hui, c'est des surfaces boraquées, puisque demain, on va nous demander d'opérer, de charger et de décharger des pièces de 1000, 2000, 3000, 5000 tonnes. On va nous demander de déplacer des terrains de foot. Donc, c'est là aussi où il faut s'adapter. C'est une forme d'investissement. Après, l'outillage, oui, en effet, il faut avoir la grue adaptée. Mais la grue adaptée, passer 200, 250 tonnes, on ne l'a plus. C'est soit la pièce, on ne va pas la lever, on va la rouler. Donc là, à nous de nous appuyer sur des métiers nouveaux que sont plus les métiers du levage à proprement dit. Et là, on parlera de roulage. Aujourd'hui, nous, on collabore avec des spécialistes qui sont équipés de ces outillages-là. En étroite collaboration, on leur met à disposition
du personnel pour coordonner les opérations. Après, pour les pièces intermédiaires en poids, on utilisera les outillages du navire. Les navires aujourd'hui que l'on voit arriver dans notre port ont des grues, des bigues qui peuvent atteindre des capacités de 5000 tonnes. On attend prochainement à La Rochelle les Alizés. C'est le navire poseur d'éoliennes le plus gros du monde qui vient équipé d'une grue de 5000 tonnes et qui vient s'équiper d'un pale gripper qui a été également fabriqué à La Rochelle. Donc, on change de dimension. Là encore, c'est une forme d'investissement dans la vision de ce que sera le marché demain. Voilà. C'est en gros la vision que nous, on développe depuis de nombreuses années. Je pense qu'il faut continuer justement à anticiper au maximum les besoins des clients en étant à leur écoute. C'est important et je fais un peu la transition avec les propos à venir de Mathieu, car nous, on est prestataire de service. Nous, aujourd'hui, à La Rochelle, on écoute les besoins des Rochelais et ou des clients qui veulent passer par La Rochelle, mais on le fait dans les 17 autres ports dans lesquels nous sommes, où si on veut voir développer les trafics, il faut qu'on s'entende et qu'on se coordonne avec l'autorité concédante, quand ce n'est pas nous, puisqu'on tend quand même à avoir un modèle où le privé monte également en puissance. On gère déjà des DSP. Mais donc, il est important d'être en musique avec l'autorité concédante qui va être l'investisseur en infra, et à nous d'être aussi à l'écoute de nos clients pour adapter nos outils, nos méthodes et répondre à leurs besoins. Et ça peut permettre en effet de développer des trafics futurs qu'on connaît ou qu'on ne connaissait pas et qu'on a connus et qu'on peut faire revenir. Je conclurai là-dessus. On parlait tout à l'heure du conteneur. Il y a eu une crise du conteneur il y a encore quelques années. On a revu passer des marchandises conteneurisées, revenir en conventionnel. À La Rochelle, il y a 2 ans, on a fait 100 000 tonnes de plaquage de bois qui arrivait normalement par le conteneur et qu'on a revu venir par des navires de 10 000 m3 en break-bulk. Donc, il faut rester attentif à cela, parce que des crises, Amandine en a parlé, il y en aura encore. Il faut qu'on garde cette compétence à savoir décharger tout type de marchandises, tout type de navires, et pour s'adapter à la demande des clients. Voilà. Merci François-Jean. Non, mais c'est vrai que... tu la mettras peut-être au café, ma slide. Hein? Tu la mettras peut-être au café, ma slide. Oui, elle va passer, t'inquiète pas. J'arrête pas d'appuyer sur ta slide, mais je vais te la mettre, ta slide. Je pensais être dégourdi en en mettant. On va mettre la slide et tout le monde va prendre une belle photo de la slide, d'accord? Voilà, c'est bon. Mais non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que on est en pleine transition en ce moment en Europe. En Europe, sur la transition écologique, on voit les trafics changer, on voit des ports comme Nantes qui avaient bâti leur expérience sur l'énergétique, qui aujourd'hui sont obligés de réfléchir à de nouveaux modèles économiques pour le développement. Ça signifie que tout le monde doit s'adapter et le manutentionnaire comme l'autorité portuaire doivent prendre ce virage qui n'est pas toujours facile, mais sans jamais, et ça c'est important, c'est ce que disait François-Jean, c'est important, c'est qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient, et ce qu'a dit aussi M. Chabert, c'est ne jamais oublier d'où on vient, et qu'à un moment ou l'autre, il va peut-être falloir refaire des choses comme on a eu fait le côté des plaquages de bois. C'est vrai, comme le disait Amandine, comme le disait Amandine, la conteneurisation, dès qu'il y a le moindre souci, on revient aux fondamentaux qui sont le break-bulk, parce qu'avant la conteneurisation, c'était du break-bulk. Je veux dire, le break-bulk, la conteneurisation, c'est récent, entre guillemets, ça a 60 ans, 70 ans. On va finir ce petit tour de table avec Mathieu Leblanc de Seven Star Yacht. Alors, c'est intéressant parce que Seven Star Yacht travaille principalement sur le transport de yachts, de grands yachts.
Donc tout le travail a consisté à d'abord gagner la confiance des chargeurs et de nos clients qui sont des chantiers, principalement les chantiers français qui fabriquent des bateaux de plaisance qui ont leurs usines basées dans l'Hinterland vendéen et rochelais et aquitain, puisque la majorité des industries nautiques françaises sont implantées globalement entre Nantes et Bordeaux. La France est leader sur ce segment du marché de la plaisance et chaque année, on peut considérer que c'est 800 à 1000 bateaux par an qui partent au grand export. Alors, avant qu'on commence à développer nos activités en France, eh bien les bateaux partaient principalement de ports nord-européens. Donc ça voulait dire qu'il y avait toute une logistique d'approvisionnement et d'approche des bateaux vers les ports de la zone Arague notamment, ou vers les ports du sud de l'Angleterre. Donc ce qui posait notamment des problèmes pour les questions de neuvage, parce qu'en fait les clients de ces chantiers et leurs distributeurs préfèrent avoir des bateaux neufs avec zéro hors moteur. Hein, on veut avoir le bateau neuf quasiment sorti d'usine. Donc nous, tout notre travail a consisté à réunir suffisamment de marchandises et de fret pour pouvoir venir collecter cette marchandise au plus proche des sites de production. Et à force d'essayer et d'essayer de trouver les meilleures combinaisons et le meilleur endroit possible, on a assez vite compris que le port de La Rochelle était un vrai port stratégique pour ces industries nautiques, du fait de la proximité des chantiers dans l'Hinterland, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, il a fallu qu'on construise la chaîne logistique. C'était tout l'enjeu pour pouvoir réaliser une logistique door-to-door. Donc, l'idée, c'est de collecter le bateau sorti d'usine et de le livrer jusqu'à la marina à destination, que ça soit sur la côte est des États-Unis, en Polynésie, en Asie ou même en Australie. Et le travail a consisté à définir des méthodes de manutention spécifiquement adaptées pour ce type de marchandises. Alors, nous, donc ces navires-là, donc en particulier les S-Type, qui sont des navires très particuliers de la flotte du groupe Splitoff. Donc ils sont gréés avec trois grues qui nous permettent de charger la marchandise alternativement depuis flot et également depuis le quai. Et ces navires ont aussi une particularité, c'est qu'ils ont des élévateurs sur le côté, là on le voit à tribord, qui permettent de charger de la marchandise en cale et de s'affranchir d'une des contraintes majeures du transport conventionnel, qui est le last in, first out. C'est-à-dire que vous voyez bien que nos bateaux sont chargés en pontée des navires, et si on veut accéder à la marchandise qui est en cale sans avoir accès à ces élévateurs, ce qui est le cas de la majorité des navires conventionnels, eh bien on ne peut pas. Donc ça nous permet d'optimiser les routings du navire et de décharger d'abord la marchandise en cale avant de pouvoir décharger la pontée. Donc ça nous donne une grande flexibilité. On a également, et pour reprendre l'exemple du port de La Rochelle, défini des méthodes d'approche des bateaux, alternativement par la route, directement depuis les usines, mais également par le flot et la chaîne logistique. On est vraiment juste à côté ici du plateau nautique où sont préparés et commissionnés les bateaux. C'est-à-dire que les bateaux, quand ils arrivent sortis d'usine, ils sont cocoonés, emballés, les moteurs n'ont même pas été démarrés, les mâts n'ont même pas été hissés. Et donc, ici à La Rochelle, il y a tout un réseau et un savoir-faire des sous-traitants locaux qui vont préparer les bateaux pour les clients prêts à naviguer, rendus à destination.
Donc c'est vraiment un système dont on fait partie et qu'on a intégré et on met en place ces outils. Voilà, donc ça c'est pour la partie plaisance et donc avec le focus sur le port de La Rochelle, mais on opère également sur d'autres marchés, notamment les bateaux gris ou les bateaux à usage commerciaux, workboat entre autres. Et là, on va travailler alternativement sur Saint-Nazaire, Cherbourg, voilà, qui sont des ports aussi actifs sur ce type de marché-là. Dans la flotte, on a également des navires semi-submersibles, alors qui sont des navires spécifiques pour le transport de yachts. La technologie est différente de celle opérée par les navires gréés où on parle de lift-on, lift-off. Là, avec les navires semi-submersibles, on va parler de méthode float-on, float-off. C'est-à-dire que la marchandise va rentrer en flottant dans le navire. C'est intéressant parce que certains bateaux peuvent être trop longs ou trop lourds pour être levés avec les bigs des navires, au risque même de se casser pour certains types de marchandises. Donc là, on travaille exactement comme un dock flottant quand le bateau va rentrer en forme, etc. Voilà. Donc on a les ports de Brest notamment, où on a opéré des opérations semi-submersibles pour le marché de la déconstruction navale, avec des bateaux déconstruits dans la Forme 1 sur le port de Brest. On opère également dans des ports de fluviaux comme peuvent être Le Havre, Bordeaux et Fos, où on va opérer des repositionnements de barges, de navires de croisière à passagers qui cherchent à changer de bassin pour des nouvelles opportunités de marché et de services. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur le marché du transport de yachts aujourd'hui en France. Mais, merci. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur une des interventions? Il ne faut pas hésiter, il n'y a pas à poser des questions. Parce que si vous me laissez le micro, moi j'en ai toujours plein des questions, mais n'hésitez pas si... des questions ou des remarques, même des interventions pour expliquer un peu en appui ou en contradiction de ce qui a été dit par les différents intervenants. Bon, comme vous me laissez le micro, vous l'aurez voulu. C'est moi qui vais poser les questions. Alors, je vais refaire juste un petit tour de table. Il y a un élément dont a parlé Amandine, juste en 1 ou 2 minutes pour revenir dessus. C'est que Amandine a beaucoup parlé du marché et tout ça. On a assez peu parlé du marché, du fret retour. Et notamment du fret retour avec la Chine. Est-ce que c'est un élément qui est important dans les taux de fret, dans l'affrètement du marché du break bulk? C'est ouvert, c'est ouvert. Oui. Vous m'entendez? Oui. 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 Ok. La Chine, c'est quand même quelque chose qui est très important dans le vrac sec, dans le dry bulk. C'est un des premiers moteurs en fait de la demande en général de cargaison. Déjà rien que l'année dernière, par exemple, en plein milieu de ce recovery de l'économie, retour de croissance, la Chine a importé plus de 10% par rapport à l'année dernière en termes de commodités de vrac sec. Tout confondu. Grains, minerais de fer, charbon, etc. Là où le bas blesse un peu, c'est que l'économie de la Chine est souvent très très liée au property market, qui a subi une très grosse crise avec la crise Evergrande, etc. Mais en même temps, on voit que l'économie de la Chine est souvent très liée à ce marché, et notamment en rollover le marché de l'acier, parce que c'est le plus gros producteur. Donc malgré tout ça, malgré le manque de demande par exemple du marché immobilier, on a la Chine qui se retrouve à quand même maintenir en fait ses productions d'acier, mais sans demande.
ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément d'exportation en fait, d'acier qui est parti de la Chine, étonnamment, parce qu'il faut en faire quelque chose. Et parce que les profits en fait, sur l'implémentation de l'acier en fait, sur le marché domestique n'est pas valable, plus avantageux en fait, de l'exporter. Et ça est un avantage assez pour l'exportation en fait, sur le backhaul de l'acier vers les pays européens par exemple. Mais on arrive à un moment un peu critique les choix environnementaux en fait, de l'Europe où il y a la taxe carbone. La taxe carbone qui fait que l'Europe veut du green steel, c'est-à-dire de l'acier qui a été produit de manière green, whatever that means, ce qui n'est pas forcément le cas en Chine. Donc oui, il y a une importance en fait de l'exportation, par exemple de l'acier de la Chine sur les taux de fret du backhaul. Allant du Far East en Europe, mais il y a quand même un certain blocage en fait, par rapport au choix politique et puis aussi à l'intérêt en fait, environnemental qu'a par exemple l'Europe en ce moment. Mais, ça peut répondre. Merci. Monsieur Chabert, puisque on peut revenir juste sur un des points que dont vous avez parlé, c'est la société du port de Brest. C'est vrai, vous avez effleuré le sujet. Pourquoi avoir créé ce type de société? Parce que c'est un peu innovant en France. Oui, effectivement, là, on est dans un nouvel modèle de société d'exploitation pour les ports décentralisés, donc qui sont effectivement avec une autorité portuaire et avec un exploitant. Et en fait, c'est un peu les deux modèles. Hein. Dans les ports, grands ports maritimes, il y a les conventions de terminaux avec des personnes privées qui ont pris sur l'exploitation des ports décentralisés. C'est plutôt les ports qui deviennent de plus en plus des sociétés privées avec les actionnaires publics. Et on voit que ça se généralise. Et en fait, pour aussi avoir une gestion privée du port, de façon à avoir une vision économique plus importante et pas juste un côté port gestionnaire. Parce qu'on se rend compte qu'on doit aussi être capable de développer de nouveaux services et d'avoir cette vision-là. Donc je dirais que c'est un peu le pendant ou l'équivalent de ce qui se passe sur les grands ports maritimes avec cette décision qui a été de dire un peu avant, de dire on fait des terminaux avec effectivement des personnes qui prennent en charge les terminaux. Sur les ports décentralisés, c'est compliqué de faire un terminal parce qu'il y a une vraie polyvalence des personnes d'une activité à l'autre. Et donc c'est le port lui-même qui devient une société privée. Et qui le fait sous le modèle de la société portuaire, parce qu'en fait, sinon, on aurait un modèle, et ce qui se passait, que pour 10 ans. Et donc, en 10 ans, sur des choses qui, effectivement, si la personne n'a qu'une visibilité pour 10 ans, pendant 10 ans, vous pouvez ne pas maintenir une grue, ça n'aura pas d'impact. Vous pouvez ne pas moderniser un quai, ça n'aura pas d'impact. Et donc, on voit bien que sur 10 ans, on va finalement voir péricliter nos ports. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu. Donc, il faut vraiment que la personne se sente responsable du long terme, et que ce soit vraiment une société privée qui ait une vraie vision long terme, comme un terminal, donc c'est ça ce nouveau modèle. Brest est le premier. Il y a d'autres qui mettent en place des modèles équivalents ou similaires, de façon à assurer une vision long terme avec une approche privée de la gestion globale du port et des relations qu'il a avec ses clients. Merci. Juste pour une dernière question à Françoise-Georges Kuhn et Mathieu Leblanc. Parce que elle vous concerne tous les deux. Est-ce que vous pensez que, comme on le voit avec le conteneur, on peut mettre en place des lignes conventionnelles régulières? Est-ce que c'est un système qui peut exister? Tu fais bien de nous poser la question à tous les deux, parce que ce que disait Mathieu tout à l'heure, d'1 à 2 escales par an, vous êtes devenu, et vous avez le statut de ligne, me semble-t-il, à La Rochelle. Quasi. Je pense que dans nos accords à nous, avec la Maritime Kuhn, oui, on a un statut de ligne régulière. Après, dans les faits, avec le Grand Port Maritime, je ne suis pas sûr qu'on l'ait, mais il n'y avait pas finalement de réel bénéfice à l'obtenir. Mais aujourd'hui, vous nous garantissez une priorité à quai quand on a besoin,
des compositions d'équipes qu'on peut adapter j'ai envie de dire à façon. En tout cas, vous nous donnez une grande flexibilité, ça c'est assez remarquable. Ah ouais, sans rentrer dans le détail, tu as des calculs de ristourne qui sont faits au poids-volume. Et c'est vrai que les navires de plaisance ne sont pas très lourds. Donc l'intérêt pour Mathieu ou pour l'armateur en lui-même n'était pas énorme. Mais nous, on l'a fait commercialement parlant. C'est vrai, une vingtaine d'escales. Ça veut dire qu'un navire, un navire et demi, un à deux navires par mois. L'atout, c'est un, on se connaît très bien. Deux, je parlais d'équipes polyvalentes, mais ces équipes polyvalentes sont devenues spécialisées à force de traiter régulièrement ce type de navire. On a su adapter les équipes, les méthodes, les outillages. Seven Star a même fait venir et laisse à disposition à Pallis des MAFI, ce qui peut éviter des approches sous palan, avec le risque qu'on connaît d'immobiliser un convoi exceptionnel. Et ça, c'est une toute petite parenthèse. C'est l'un de nos freins aujourd'hui en France. C'est les contraintes qu'on a en transport exceptionnel. Donc de ce fait, plutôt qu'attendre un convoi exceptionnel qui va être bloqué par un pont, bloqué par un rond-point ou bloqué par une escorte, eh bien, Split-Off ou Seven Star a laissé à Pallis des MAFI que nous, on peut charger par anticipation et qu'on présentera sous palan du navire. Bon, ce sont des petits détails, des petites adaptations qui ne peuvent se faire, ou en tout cas qui se font plus facilement quand tu as un statut de pseudo-ligne régulière. Puisqu'encore une fois, la régularité fait qu'on a pris des habitudes et une expérience. Donc oui, c'est un atout. Merci. Je crois que là, il va falloir qu'on s'arrête. J'ai déjà 5 minutes de retard. Et Francis Grimaud n'est pas là, mais il va pas tarder à me sauter à la gorge. Je vous remercie à tous. S'il y a une dernière question dans la salle? Non, eh bien écoutez, je vous remercie. Je vous demanderai d'applaudir les différents intervenants. Et je vous souhaite une bonne journée. Il y a d'autres conférences cet après-midi. Et en attendant, bon appétit. Et il y a la séance inaugurale. Merci beaucoup, au revoir.